Moi, je peux vous dire que beaucoup étaient, au sein du pouvoir, préféraient cette option d'une transition avec Issa Chiaoma parce que c'est par les urnes, elle est légitime, elle est démocratique et elle les protège. Et en plus, comme le système a été phagocyté, cannibalisé par des clans qui mènent des luttes occultes, on a vu par des assassinats, par exemple de Martinez Zogo ou d'autres, et on a vu les scandales qui se sont succédés sans la moindre, sans que personne ne rende les comptes en toute impunité. J'ai repensé à ce que disait Senghor au sujet de l'armée et des forces de l'ordre. À quelqu'un qui venait se plaindre en disant oui mais l'armée, oui mais les policiers, oui. Et on a dit mais vous savez les policiers, les militaires, c'est juste des Sénégalais en uniforme. Et donc actuellement, moi je perçois une division et au sein, je dirais même de l'appareil, parce que la base du pouvoir s'était rétrécie. Beaucoup de gens, même dans le système, ne sont pas satisfaits de ces élections, des résultats qui ont été proclamés. Il n'y a qu'à voir les mines. C'était quand même assez frappant de voir que même pendant la proclamation, la mine était assez serrée dans la salle. C'était lugubre, et puis on a quand même... il y avait une espèce d'ambiance désuète, mortifère, où le président de l'Assemblée n'était pas là parce qu'il est malade, le président du Sénat n'était pas là parce qu'il est malade, le président du Conseil du Conseil économique et social n'était pas là parce qu'il est décédé, et le président de la Cour suprême n'était pas là non plus. Enfin, on peut faire la liste, il y a même certains ministres qu'on n'a pas vus. C'était pas le grand enthousiasme, dont personne n'est dupe de ce qui est en train de se passer. Mais je voudrais aussi dire, j'ai vu, je suis un peu ce qui se passe, les différents commentaires, les analystes camerounais, nos compatriotes sur place. Ils voient en ce qui se passe la première phase d'un plan qui vise donc à déclarer le président vainqueur et pour ensuite remettre en selle la même équipe qui tire les ficelles derrière son dos et qui va réactiver la guerre des clans. Et il y a un clan qui va perdre parce que celui qui a le pouvoir, qui est puissant, a une certaine influence, une emprise sur des forces de l'ordre, la gendarmerie, même la DGRE, etc. Donc, ils comprennent bien que... du secrétaire général de la présidence, ce qui se dit sur place, c'est l'analyse que font beaucoup. Et ils estiment donc que si cette guerre se passe de cette manière et que le but et le plan et de déclarer à un moment donné que le président a disparu, qu'il est décédé, et qu'il nous a quittés, et qu'on a pris, quelqu'un a pris le pouvoir, et se passe le pouvoir entre eux de manière totalement illégale, sans être élu. Et ça, il y a un des clans qui sera complètement liquidé et éliminé. Je crois qu'ils en sont conscients. C'est pour ça que, moi je peux vous dire que beaucoup étaient, au sein du pouvoir, préféraient cette option d'une transition avec Issa Chiaoma parce que c'est par les urnes, elle est légitime, elle est démocratique et elle les protège. Parce que si, après, c'est des cuisines internes autour de tractations à la tunisienne, où on débarque le président d'une manière ou d'une autre et que d'autres se saisissent de pouvoir, ils savent que le camp qui est le mieux placé est le plus dangereux pour eux. Donc, Marie-Roger, j'insiste sur vous parce que vous allez nous quitter pour un autre plateau de télévision, mais ce qui se passe, cette révolte apparente dans les rues et qui embrase de nombreuses villes du Cameroun. Douala, on a vu notamment sur quelques images là le quartier Noubel, mais d'autres quartiers où on déplore, vous le disiez, des victimes, mais aussi d'autres villes du pays, à Garoua, à l'ouest du pays. Ce qui se passe selon vous n'est pas qu'un fait passager lié à la colère populaire et qui pourrait, comment dire, se calmer dans les prochains jours. On assiste là à quelque chose de majeur.
On ne sait pas comment ça va se passer, mais le mécontentement est profond. Et on ne sait pas comment il va continuer à se manifester. Ça, il y a une coupure nette entre le peuple camerounais et le pouvoir actuel. Je crois que malgré les chiffres qui sont proclamés, personne n'est dupe. Ils le savent tous. Et la détermination, parce que quand on parle des élections, on parle même de Chiroma, il est juste le reflet, la manifestation d'un rejet ou d'un espoir d'alternance. Ça aurait pu être lui, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et actuellement, ce qui se passe, c'est pas tellement autour de sa personne. Ce qui se passe, c'est que les Camerounais veulent en finir avec un système qui a paupérisé le pays, qui leur enlève tout espoir et qui est totalement incorrigible. Ils ne pensent pas du tout qu'après 43 ans, on va voir des progrès, on va voir des changements, on va les voir plus préoccupés par le sort des populations. Ça, personne n'y croit. Donc, à partir de là, nous sommes tous des observateurs, on va voir ce qui va se passer, mais la situation est extrêmement difficile pour les Camerounais d'abord, parce que voilà, ils n'ont pas obtenu le résultat qu'ils voulaient, mais aussi pour le pouvoir qui veut régner par la force, apparemment, dans une situation qui a beaucoup évolué. On a vu des images assez marquantes, certaines durant lesquelles les forces de l'ordre reculaient face à la population. Vous qui avez observé cette vie politique camerounaise depuis plusieurs décennies, où placez-vous dans l'histoire politique camerounaise, justement, ce qui se passe là, quand on sait qu'on a connu les villes mortes de 91, les émeutes de la fin de 2008, ce qui se passe est quand même assez inédit, voir des Camerounais sortir et revendiquer aussi fermement leur droit au respect de leur vote, c'est inédit. Ben, j'espère que les tenants du pouvoir vont en tenir compte, ils vont d'abord réaliser qu'il y a un phénomène inédit qui est plus fort, qui n'est pas le même tout à fait qu'en 2018, il y a 7 ans plus tard. Comme disait quelqu'un, la vieillesse n'est pas un crime, mais la vieillesse est une indication qu'on ne peut plus exercer certaines fonctions. Et en plus, comme le système a été phagocyté, cannibalisé par des clans qui mènent des luttes occultes, on a vu par des assassinats, par exemple, de Martinez Zogo ou d'autres, et on a vu les scandales qui se sont succédés sans sans que personne ne rende les comptes en toute impunité. Là, par exemple, ces élections, rien que Elecam, selon les chiffres officiels, a coûté plus de 22 milliards. C'est-à-dire de l'argent dont on aurait besoin pour faire autre chose, parce que si ça ne sert à rien de faire des élections et de dépenser tout ça si on ne veut pas respecter le résultat. Ce soir, c'est une voix rare, une voix lucide qui s'élève dans le vacarme du mensonge et du déni. Celle de Marie-Roger Biloa, journaliste camerounaise qu'on ne présente plus, observatrice infatigable d'un pays qu'elle aime, mais qu'on oblige à se taire. Et quand elle parle, ce n'est pas une opinion, c'est un diagnostic, un constat d'autopsie sur un système arrivé au bout de lui-même. Dans un ton calme, presque clinique, elle dépose les mots comme on dépose des preuves. Elle ne crie pas, elle n'accuse pas, elle expose. Elle raconte un pouvoir fatigué, un régime fissuré de l'intérieur, où les clans se dévorent entre eux, où l'État n'est plus qu'un champ de ruines recouvert d'apparats. Et dans ce décor de fin de règne, elle dit ce que beaucoup murmurent, mais que peu osent affirmer à haute voix. Même au sein du pouvoir, beaucoup auraient préféré une transition avec Issa Chiroma Bakary. Pas par conviction, non, mais par instinct de survie. Parce que cette transition-là, au moins, aurait été légitime, démocratique, née des urnes. Elle aurait permis à ceux qui tiennent encore debout dans la machine de sauver la face, d'échapper à la vengeance des vaincus, de retarder le grand naufrage. Mais ils ont choisi la force, le verrouillage, l'aveuglement. Et dans ce choix, ils ont signé le début de la fin. Marie-Roger Biloa observe sans passion, mais avec une précision chirurgicale. Elle parle de ce système phagocyté, cannibalisé par des clans. Ces clans qui s'entretuent à coups de dossiers, de trahisons et parfois même de balles. On ne compte plus les règlements de compte, les assassinats, les accidents.
celui de Martinez Zogo, n'est qu'un cri parmi tant d'autres, étouffé sous le tapis de l'impunité. Dans ce pays, les morts n'ont plus de justice et les vivants n'ont plus de repères. Et pourtant, dit-elle, le malaise n'est plus caché, il se lit sur les visages, il se voyait déjà, ce jour lugubre de proclamation des résultats, un silence pesant, des regards perdus, des absents en série, le président de l'Assemblée malade, celui du Sénat malade, celui du Conseil économique décédé, celui de la Cour suprême invisible, des institutions fantômes dirigées par des ombres, même certains ministres ont préféré s'éclipser. Ce n'était pas la liesse d'une victoire, c'était la messe d'un enterrement. Dans cette atmosphère de fin de cycle, elle perçoit autre chose, la peur, une peur diffuse, une peur de l'intérieur. Car, dit-elle, même parmi les tenants du pouvoir, beaucoup savent que ce qui se trame derrière le rideau n'a rien d'innocent, que la proclamation de ce résultat n'était que la première étape d'un plan plus obscur. Remettre en selle les mêmes mains invisibles, les mêmes visages de l'ombre, les éternels tireurs de ficelles qui, depuis des décennies, manipulent le pouvoir comme un pantin. Mais voilà, poursuit-elle, cette fois-ci, le jeu a changé. Le régime, rongé par ses propres clans, est en guerre contre lui-même. Et dans cette guerre, il y aura des vainqueurs et des éliminés, car l'un de ces clans tombera, l'un d'eux sera sacrifié. Chacun le sait, chacun le redoute. Et c'est pour cela que certains, lucides, voyaient dans la victoire de Chiroma une porte de sortie honorable. Parce qu'après, si tout se règle dans des cuisines internes, dans des tractations de palais, alors ce ne sera plus de la politique, ce sera un règlement de compte. Le peuple, lui, n'est plus spectateur. Dans les rues de Douala, de Newbel, de Garoua, de Bafoussam, la colère a explosé. Ce n'est pas une colère de circonstance, ce n'est pas un épisode qu'on pourra étouffer avec un communiqué. C'est une rupture historique, une fracture nette entre le peuple et le pouvoir, une cassure si profonde que plus rien ne pourra la recoller. Marie-Roger le dit avec cette froideur tranquille des gens qui savent, malgré les chiffres proclamés, personne n'y croit. Personne, pas même ceux qui les ont lus à la télévision, parce que ce vote n'était pas seulement pour un homme, ce vote, c'était un cri d'épuisement, un cri d'espérance aussi, celui d'un peuple qui, après 43 ans d'immobilisme, veut enfin tourner la page. Et c'est là que réside toute la force de son propos. Elle ne parle pas de Chiroma comme d'un messie, elle parle de lui comme d'un symbole de rejet, un catalyseur d'un désir d'alternance. Cela aurait pu être lui, mais cela aurait pu être quelqu'un d'autre, dit-elle, parce qu'en vérité, ce que le Cameroun réclame, ce n'est pas un homme providentiel, mais une rupture, une respiration, une renaissance. Elle décrit avec une lucidité implacable ce fossé abyssal entre la jeunesse camerounaise, connectée, instruite, impatiente, et un pouvoir figé dans la cire du passé. Un régime si vieux qu'il en devient anachronique, presque grotesque. La vieillesse n'est pas un crime, dit-elle avec une pointe d'ironie, mais c'est une indication qu'on ne peut plus exercer certaines fonctions. Et dans cette phrase, il y a tout le drame du Cameroun. Un pays pris en otage par une gérontocratie qui ne voit plus, n'entend plus, ne comprend plus. Pendant qu'elle parle, le silence du plateau est pesant. On sent que même les micros ont cessé de respirer. Parce qu'elle touche là où ça fait mal, le système est à bout. Il est incapable de se réformer, incapable même de se justifier. Tout est devenu rituel, mécanique, creux. Des élections à 22 milliards pour valider un scénario déjà écrit. Des urnes pour la forme, des résultats pour la façade et une population qu'on espère résignée. Mais cette fois, non. Les images qui circulent parlent d'elles-mêmes, des foules qui tiennent tête aux forces de l'ordre, des policiers qui reculent, non par faiblesse, mais peut-être par honte, parce qu'ils comprennent que ce peuple qu'ils affrontent, c'est aussi leur peuple. Comme le disait Senghor, rappelle Marie-Roger, les policiers, les militaires, ce sont juste des Sénégalais en uniforme. Traduisez, des Camerounais comme les autres.
pas des ennemis. Alors oui, le régime peut encore se cramponner, il peut décréter, réprimer, censurer, mais il ne pourra plus convaincre. Le lien est rompu, le pouvoir a perdu sa légitimité morale. Et dans les yeux de Marie-Roger Biloha, ce n'est pas de la colère qu'on lit, c'est pire, de la lassitude, celle de ceux qui ont tout vu, tout compris, et qui savent que l'histoire, désormais, avance sans eux. Elle conclut sans emphase, presque avec douceur, « Nous sommes des observateurs, nous verrons ce qui va se passer ». Une phrase simple, mais lourde de présage, parce qu'au fond, elle sait. Elle sait que le temps du mensonge s'effrite, que la peur change de camp, que la société camerounaise entre dans une mutation irréversible et que, dans ce tumulte, un pays se réveille, lentement, douloureusement, mais sûrement. Marie-Roger Biloha, elle, n'a pas crié. Elle a simplement tendu un miroir. Et dans ce miroir, le Cameroun s'est vu tel qu'il est. Un vieux pouvoir fatigué face à un peuple jeune qui n'a plus peur. Et dans le silence glacé qui suit ces mots, on comprend. Le compte à rebours a commencé.